Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insubmersible. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de la psychologie périnatale avec Françoise Guérin, psychologue clinicienne et écrivaine passionnée. Ensemble, nous allons découvrir comment l'écoute, l'observation et l'accompagnement psychologique peuvent transformer les premiers mois de vie d'un bébé et le vécu de ses parents. Installez-vous confortablement, cet épisode est aussi éclairant qu'émouvant. Bonne écoute! Bonjour Françoise, je suis ravie de te recevoir au micro d'Insubmersible aujourd'hui. Donc ensemble, on va parler de psychologie et plus précisément comment le soutien d'un psychologue peut être bénéfique dans le cadre de la maternité, que ce soit en prénatal ou en postnatal. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter de la façon dont tu le souhaites et nous expliquer un petit peu ton parcours et ce qui t'a conduit à te spécialiser en psychologie clinique et en particulier sur le lien maman-enfant. Oui, bonjour Alicia, je suis ravie. Comment me présenter? Je suis psychologue, clinicienne. Ça veut dire que je fais de la psychothérapie essentiellement à mon cabinet. J'ai un long parcours en santé mentale auprès des patients, d'abord à l'hôpital psychiatrique, dans une unité mère-bébé, puis à l'extérieur de l'hôpital en centre parents-bébé. Et enfin en libéral depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, avec des enfants, des ados, des adultes, mais une grande partie des personnes que je reçois, ce sont des mères, des bébés et parfois des pères. Par ailleurs, j'ai une autre activité professionnelle qui est une activité d'écrivaine, et j'ai aussi écrit sur cette thématique de la parentalité, du postpartum. Ça traverse mes différents romans. Notamment un roman qui est paru en 2018 chez Albin Michel et qui a pour titre Maternité. Avec Maternité, on plonge dans la tête d'une jeune femme qui vient d'avoir son premier enfant et qui a du mal à rentrer en contact avec ce bébé. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à t'intéresser en particulier à ce sujet de la maternité et du postpartum ? Alors au départ, c'est quand même un peu le hasard. C'est une affectation à l'hôpital, dans une unité mère-bébé, du moins ce qui était en train de se construire comme une unité mère-bébé. Et ça m'a passionnée de rencontrer ces mères et ces bébés. Tellement passionnée que je me suis mise à me former, à lire beaucoup, à écouter plus particulièrement ces patientes-là. Du coup, je me suis un peu spécialisée. J'ai fait un DU de psychopathologie du bébé qui consiste à essayer de comprendre pourquoi des tout jeunes bébés peuvent être mis en difficulté par tout un tas de facteurs dans leur vie psychique. J'ai en même temps dans ce service mis sur pied, on va dire, des ateliers thérapeutiques ou des groupes thérapeutiques pour les mères et les bébés ou pour les femmes enceintes. Et là aussi, ça m'a beaucoup enseigné. Plus j'avançais dans ce domaine, plus j'étais nourrie par ce que j'entendais et je cherchais comment y répondre de la manière la plus ajustée. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que ça m'a ouvert non seulement à la périnatalité, à ce que des mères pouvaient vivre en postpartum, à l'observation du bébé, parce que finalement des bébés, on en voit mais ils ne parlent pas, donc il faut apprendre à observer pour saisir de quoi il est question pour ce bébé-là. Apprendre la psychopathologie, c'est-à-dire le domaine de la souffrance psychique, des maladies mentales qui concernent les mères, mais aussi me former à un certain nombre d'aspects. Par exemple, chercher à faire coïncider ma clinique particulière, ma clinique, c'est-à-dire mon travail clinique, avec notamment le féminisme dans lequel j'étais ancrée et qui a une manière d'aborder la maternité tout à fait singulière et riche et essentielle. Voilà, donc comment être à la fois thérapeute et en même temps faire avec ce mouvement féministe qui m'habite, faire avec tout ce que m'enseignent ces mères qui m'obligent à chaque fois à modeler mon regard. Et tu as parlé d'observation. Du coup, ça m'appelle une première question. En fait, quels sont les signes qui pourraient permettre d'identifier qu'on a besoin de demander de l'aide quand on est une femme enceinte ou bien une jeune maman ? Il y a plein de signes. On va commencer par le plus simple, ce sont les signes que peuvent présenter des mères, puisque ce sont les mères qui ont porté le bébé, qui ont accouché et qui s'en occupent essentiellement dans l'immédiat postpartum, même si
Heureusement, il y a un certain nombre de pères qui prennent cette place-là aussi. Mais quand même, ce sont beaucoup les mères qui sont centrées sur le bébé les premiers temps, du fait de l'allaitement, du fait d'un certain nombre de facteurs. J'espère que l'allongement du congé pour les pères va faire bouger un petit peu ça, mais c'est pas ce que je vois pour le moment. Il y a les signes qui concernent les mères, ça va être un certain mal-être, un certain malaise dans la rencontre avec le bébé, une sensation de ne pas y arriver, une sensation d'être submergée par trop d'émotions ou par une absence d'émotions. On voit les deux, des mères qui sont submergées par trop d'émotions qu'elles considèrent comme négatives, une grande tristesse, beaucoup d'envie de pleurer, beaucoup d'angoisse, d'inquiétude, le fait d'être tout le temps sur ses gardes pour une mère, rien relâcher. Souvent, par exemple, il y a des mères qui disent je ne dors pas, hein, donc ça va être des troubles du sommeil, mais quand on regarde de près, c'est pas toujours le bébé qui les réveille. Parfois, c'est leur inquiétude qui les empêche de s'endormir ou de dormir suffisamment profondément. C'est le fait d'être tout le temps sur le qui-vive. Donc, il y a ces symptômes qui sont du côté de la mère, certains plus forts que d'autres, l'angoisse par exemple. Heureusement d'ailleurs, l'angoisse c'est souvent quelque chose qui permet aux mères d'aller consulter. Mais pas toujours, parce que beaucoup ont déjà eu affaire à l'angoisse dans leur vie et donc elles s'en alarment pas forcément. Alors que l'angoisse, ça devrait être le signal que quelque chose ne va pas et qu'il faut se faire aider, parce que c'est pas terrible d'être angoissé. C'est pas bon pour la mère, pour la manière dont elle vit les choses. C'est pas bon pour le bébé, c'est pas bon pour le couple non plus. Après, on peut te dire que c'est peut-être temporaire et donc du coup qu'on va réussir à s'en sortir, nous-mêmes. Et comment est-ce qu'on fait cette différence-là entre, quelque chose qu'on va réussir à gérer soi et quelque chose où vraiment, bah, finalement, c'est plus profond que ça et donc du coup, on va vraiment avoir besoin d'aide? Bah, justement, c'est le temps qui va dire ça aux mères, hein. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est pas farfelu dans le postpartum de ressentir des angoisses pour tel ou tel aspect, d'avoir des montées d'angoisse. Mais en effet, certaines femmes vont réussir à faire avec cette angoisse et l'écarter, la mettre de côté. Mais beaucoup tentent de faire toutes seules. Moi, je suis quand même régulièrement confrontée à des mères qui viennent très tardivement en thérapie parce qu'elles ont voulu faire toutes seules, mais elles ont tenté de faire toutes seules pendant des mois, voire plus d'un an. Donc elles arrivent et elles sont remplies de toutes ces angoisses qu'elles ont éprouvées et avec lesquelles elles se sont battues toutes seules, parce que souvent c'est difficile de dire ces angoisses à son entourage, soit parce que les gens vont les banaliser, oh c'est rien, c'est le baby blues, on entend des choses comme ça va passer, ou secoue-toi, ou tout un tas de choses, ou des choses encore plus négatives en mode non mais tu te fais du souci pour pas grand-chose, etc. Donc c'est une façon de pas les entendre. Et donc, évidemment que moi, je dirais, si au bout de quelques jours, voire quelques semaines, mais je ne conseillerais pas d'attendre si longtemps, on sent qu'il y a trop d'angoisse et qu'on est tout le temps confronté à ça et que ça nous gâche la vie, c'est le moment de consulter. Et je dis toujours aux mères, il vaut mieux consulter pour pas grand-chose et que ça reprenne sa place qu'attendre pendant des semaines ou des mois, être mal, parce que ça n'est pas sans effet sur l'estime qu'on a de soi. Moi, je préfère une mère qui consulte pour des choses qui me paraissent mineures et qu'on va pouvoir régler en une ou deux séances, que des mères qui ont tellement tenté de lutter seules qu'elles arrivent en bout de course, épuisées, avec des idées noires, etc. Et du coup, lors des consultations, est-ce que, la maman vient avec son bébé? Oui, alors je laisse le choix aux mères, bien sûr. Mais j'aime bien recevoir les mères avec les bébés parce que ça permet parfois d'observer pour moi ce qui se passe dans la dyade. La dyade, c'est-à-dire le couple, entre guillemets, mère-bébé. Ça permet d'observer si le bébé participe aux difficultés maternelles, s'il y répond. Par exemple, on voit des bébés très petits, tout petits, qui sont très attentifs à la manière dont leur mère réagit. En consultation, j'ai vu parfois des bébés de quelques jours qui sortaient de la maternité avec une mère complètement affolée et un bébé qui tentait de se soulever, de soulever sa nuque, alors qu'officiellement un bébé ça sait pas faire ça, pour rencontrer le regard de sa mère. Des bébés qui étaient pris dans la souffrance maternelle comme s'ils cherchaient à la consoler, etc. Donc c'est très important pour moi d'observer ça. Donc je fais la proposition aux mères, bien entendu, je ne les oblige à rien si elles préfèrent venir seules. Certaines préfèrent venir toutes seules, au moins la première fois pour me parler d'elles parce qu'elles ont peur de parler devant leur bébé.
même si assez souvent, ce qu'elles disent, le bébé est capable de l'entendre. Ça fait déjà partie de son histoire ou de l'histoire qui s'est produite avant lui. Il en mesure déjà les effets par la manière dont la mère se comporte, par les émotions qui émanent d'elle. Si la mère est amenée à dire devant le bébé des choses trop difficiles, moi je peux avoir une forme de médiation avec ça. Je peux expliquer au bébé que oui, bien sûr, ça le concerne, mais que maintenant c'est moi qui vais m'occuper de sa maman, notamment pour ces bébés qui sont déjà hyper vigilants, comme s'ils surveillaient tout et comme s'ils surveillaient un peu que leur mère va bien. Et du coup, ça m'amène, une autre question. Donc là, tu parlais, du soutien, psychologique vraiment principalement pour, aider les mères, à gérer leurs angoisses notamment. Est-ce que du coup, il y a d'autres raisons pour lesquelles, une mère va, venir consulter ou devrait venir consulter, un psychologue? Alors oui, parce que tout à l'heure j'ai dit que je commençais par les mères là pour repérer ce qui peut amener à consulter, mais parfois c'est le bébé qui va amener ses parents en consultation. Un bébé qui a des manifestations inquiétantes. Alors c'est plus souvent le pédiatre ou quelqu'un de l'entourage qui va repérer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais parfois il y a les mères aussi. Une mère peut tout à fait repérer qu'il y a une difficulté du côté du bébé. Ça va être un bébé qui ne dort absolument pas. Alors je sais qu'aujourd'hui on dit que ça c'est pas très symptomatique, mais concrètement on a des mères qui sont épuisées au bout de quelques semaines ou quelques mois, avec des bébés qui sont tellement eux-mêmes sur le qui-vive, tellement hyper vigilants qu'ils ont du mal à s'endormir. Même quand ils n'ont plus faim, même quand ils sont apaisés, même quand tout va bien, Mmh. on voit ces bébés qui ont les yeux qui se ferment tout seuls, qui sont prêts à sombrer dans le sommeil. D'ailleurs, on les voit parfois, ils ferment les yeux légèrement, et puis on les voit sursauter dans la seconde qui suit, comme s'ils s'empêchaient de s'endormir. Comme s'ils lâchaient pas prise. Comme s'ils lâchaient pas prise, comme si l'entrée dans le sommeil était trop inquiétante. Et donc, c'est intéressant quand des parents repèrent ça et qu'ils viennent consulter. Donc là, c'est pas forcément que la mère et le bébé. Quand c'est le bébé qui est le patient, on va dire, c'est-à-dire que les parents viennent parce que le bébé a ces manifestations-là. Ça peut être aussi un bébé qui souffre d'anorexie du nourrisson, qui ne se nourrit pas, qui ne prend pas de poids. Ça peut être un bébé qui est très tendu corporellement, qui ne se relâche pas dans les bras des parents. Ça peut être toutes sortes de motifs de consultation, mais qui fait dire aux parents, il y a un problème avec mon bébé, il n'est pas bien. Voilà, donc bien sûr, souvent, ils ont fait tout un tour d'abord du côté des pédiatres, mais parfois, on fait les deux en même temps. Il m'arrive aussi de recevoir un bébé très tendu, qui pleure beaucoup après son repas, et d'indiquer aux parents peut-être qu'il faudrait investiguer un reflux gastro-œsophagien, y compris s'il ne recrache pas, parce que maintenant, on voit beaucoup de reflux qui sont internes. Donc le bébé a un reflux, mais il ne crache pas de lait et il est quand même brûlé par ce reflux et donc il est douloureux et inconfortable. Et ça, t'arrives toi, à l'identifier alors qu'un pédiatre n'arriverait pas forcément à le voir? C'est-à-dire que je peux pas identifier ça au sens d'aller investiguer le bébé, mais l'habitude de voir des bébés, leur comportement, un faisceau d'indices comme le fait que ce sont des bébés très tendus, des bébés déjà très verticalisés, parce que les parents spontanément vont avoir verticalisé le bébé, parce qu'ils repèrent que c'est mieux comme ça après le repas. Un bébé qui a un tonus très important. Enfin, il y a un certain nombre de facteurs, plus évidemment l'écoute précise de ce que les parents racontent. Ce qui pose problème souvent chez le pédiatre, c'est que les parents racontent, mais le temps est très limité. Et donc, le pédiatre, il examine et puis il écoute à moitié, il écoute un peu, ça dépend des pédiatres, évidemment. Vous pouvez avoir des pédiatres qui écoutent vraiment et qui s'attachent à ce que disent les parents parce qu'ils savent que le parent est le premier expert du bébé. Et puis d'autres qui veulent trop vite trouver la réponse, poser le diagnostic et trouver le traitement. Souvent, moi, la première consultation, c'est une consultation longue avec un bébé et des parents, c'est largement plus d'une heure. Donc cette première consultation longue, elle permet d'entendre beaucoup de choses et de me faire une idée, plus l'observation du bébé pendant la consultation. La manière dont il se tient, dont il bouge, dont il est en interaction avec les autres, dont il est éventuellement douloureux, dont il cherche des positions antalgiques, etc., peut m'amener à dire, là, peut-être qu'il faudrait revoir le pédiatre ou poser des questions, etc. Donc évidemment, moi, je suis pas pédiatre, donc je vais pas dire ça c'est ça, ça c'est ça. Mais à force de rencontrer des bébés, on peut avoir quand même
un certain regard sur la manière dont il se comporte. Mais le plus souvent, donc, ce sont des mères qui vont venir avec le bébé et le père, parce que là, je demande la présence du père, parce que c'est intéressant aussi de recevoir ce bébé dans un ensemble. Un ensemble, c'est-à-dire que non seulement je vais observer ce bébé, je vais peut-être interagir avec lui parler, peut-être le toucher, peut-être jouer avec lui, ou en tout cas l'observer, mais je vais entendre aussi ce que les parents vont raconter de son histoire de bébé. Parce qu'évidemment, c'est pas le bébé qui va me raconter son histoire, même si à travers son corps et ses mimiques, il dit déjà beaucoup de choses. Mais donc raconter un peu comment il est arrivé ce bébé, comment on l'a attendu, est-ce qu'on l'a attendu, est-ce que c'était une surprise, est-ce que c'était une bonne surprise, est-ce que ça a été compliqué, quelle est l'histoire du couple. Donc évidemment, les parents rentrent plus ou moins dans les détails, mais l'histoire de la grossesse, l'histoire de l'accouchement, qui est souvent un moment extrêmement important parce que les mères ont beaucoup de choses à dire de leur accouchement et de leur séjour à la maternité, parfois aussi de leur suivi, soit que le suivi a été particulièrement médicalisé, soit que l'accouchement ne s'est pas passé comme elles l'avaient rêvé, espéré, etc. Qu'il y a une distorsion immense entre le projet de naissance qui a été fait et puis la manière dont elles se sont retrouvées prises en charge plus que sujet de leur accouchement. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont venir, et tandis que les parents me parlent, j'observe aussi comment ça fonctionne entre eux et le bébé, vers qui ce bébé est tourné, comment chacun des deux parents écoute et respecte le discours de l'autre aussi, comment ce bébé est pris en compte, comment on réagit à ses pleurs ou à ses manifestations. Ce qui donne aussi des indications de non seulement ce que le bébé présente, mais aussi comment chacun des parents a appris à faire avec ça, a appris à y répondre, et comment cette réponse, elle engendre une cascade de réponses de la part du bébé. Alors, je donne un exemple pour qu'on comprenne. Par exemple, une mère qui, dès que le bébé va bouger ou même émettre un petit son, va le mettre immédiatement au sein. Moi, c'est pas un problème, hein. Dans mon cabinet, on peut allaiter, on peut donner le biberon, on peut donner la compote. C'est pas, on a le temps de ça. Mais c'est intéressant d'observer comment du coup ce bébé va être mis au sein avant même d'avoir eu une seconde pour réclamer vraiment le sein. Et donc, ça me permet d'interroger. Mais là, finalement, vous le mettez au sein parce que vous pensez qu'il a faim. Et là, on découvre tout l'univers maternel et paternel avec ce bébé, de parents qui, par exemple, ont tellement peur que le bébé se mette à pleurer qu'ils le nourrissent immédiatement, de parents qui feraient tout pour que le bébé se taise, alors même que moi, c'est pas aucun problème si le bébé pleure dans mon bureau. On va réfléchir, répondre à ce bébé qui pleure, chercher des solutions, mais on n'a pas besoin d'être dans une précipitation parce que il se passe rien de grave. Le bébé pleure, il s'exprime, mais il y a rien de grave si on n'y répond pas dans la seconde. Et moi, dans mon cabinet, on peut faire du bruit. C'est pas du tout un problème. Oui, c'est pas toujours évident en fait de savoir comment répondre, aux besoins du bébé qui parle pas encore finalement. Voilà, c'est pas facile du tout, et ça Mmh. nécessite souvent qu'on observe ensemble des choses. Et de la même manière, pour répondre aux questions des parents, souvent, je vais repartir de l'observation du bébé. Par exemple, un bébé qu'on a beaucoup de mal à endormir. Sur le temps de la consultation, il n'est pas rare que le bébé montre des signaux très précoces de sommeil. Ces tout premiers signaux que les parents ont rarement appris à observer, parce qu'on leur a pas dit en fait qu'avant de crier, de pleurer parce qu'il a sommeil, ou de bâiller ou de se frotter les yeux ou les oreilles, les bébés envoient toutes sortes de signaux. Au début, c'est pas des signaux, c'est des manifestations du bébé, comme quoi il a besoin de couper de la relation. Alors évidemment, c'est différent d'un bébé à l'autre, mais ça peut être par exemple le bébé qui est en train de jouer, puis d'un seul coup il va lâcher, il va tourner la tête, ou il va se tourner sur le côté, etc. Puis après, il revient dans l'interaction. Mais si on observe ces petits signes-là, ce sont souvent les premières manifestations de la fatigue du bébé. Et quand on apprend à les observer, du coup, on va parfois pouvoir coucher son bébé un tout petit peu plus tôt, sans attendre qu'il soit tellement fatigué qu'il est énervé et qu'il a du mal à s'endormir. Donc ça, c'est le travail de co-observation qu'on va faire avec les parents en interrogeant, mais alors qu'est-ce qu'il fait là d'après vous, est-ce que vous avez déjà observé ça, et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, etc. C'est-à-dire que c'est pas seulement écouter ce que disent les parents, ce qui est pourtant extrêmement important, hein,
essayer de comprendre la logique de ses parents et parfois d'où vient leur angoisse. Mais c'est aussi observer ce que le bébé manifeste et qui parfois n'a pas été perçu parce que l'angoisse fait écran. L'angoisse ou la fatigue, l'épuisement, la tristesse fait écran à ce que le bébé manifeste et exprime. Mmh. Oui, c'est ça. Parfois, en fait, on est tellement le nez dans le guidon que, du coup, on voit plus rien. Le nez dans le guidon, c'est exactement l'expression que j'emploie à peu près 10 fois par jour. Ah bon? OK. À ce propos-là. Oui, quand on est parent, quand on est jeune parent, on a le nez dans le guidon, donc on a besoin de quelqu'un qui nous aide à prendre un peu de recul. Et c'est ça aussi le travail du psychologue, c'est on se pose, on réfléchit ensemble. Moi, j'ai pas la science infuse, donc j'ai besoin d'entendre de quoi il est question pour chacun des deux parents. Et cette première consultation, elle est longue parce qu'il se passe beaucoup de choses et qu'il y a tout un cheminement aussi des parents. D'abord, il faut du temps pour être en confiance avec un inconnu. Le psychologue, c'est un inconnu. Il faut du temps pour être en confiance, pour vérifier qu'il n'est pas là pour nous juger, qu'il n'est pas là pour nous donner des conseils à l'emporte-pièce, qu'il n'est pas là pour nous dire des choses horribles. Parce que parfois, les mères, elles en ont entendu des choses de tous côtés qui sont pas si simples. Et puis aussi pour que les parents prennent le temps de cheminer et de s'écouter. Et parfois, c'est vraiment intéressant comment, sur la fin de la première séance, ou des premières séances, parce que parfois il y en a plusieurs comme ça, des séances un peu longues, il arrive que d'un seul coup, les parents ou l'un des deux parents se souviennent de quelque chose qui semble anodin, mais qui soudain prend sens, quelque chose qui le concerne. Je me souviens par exemple d'une mère qui avait beaucoup de mal à coucher son bébé. En fait, elle passait ses nuits à se promener avec le bébé dans les bras, tellement c'était difficile pour elle de le coucher, de le séparer de son corps. Et sur la fin de la séance, d'un seul coup, elle raconte, comme si c'était détaché des choses, alors que c'était vraiment le cheminement, comment depuis l'enfance, elle avait du mal elle-même à s'endormir et que le sommeil, c'était pour elle un facteur d'immense angoisse. Elle avait fait une espèce de rapprochement entre le sommeil et la mort qui faisait que se coucher était très angoissant pour elle. Donc, à l'âge qu'elle avait, elle avait trouvé plein de subterfuges, se coucher en regardant des vidéos ou en lisant ou des choses comme ça. Mais finalement, cette angoisse-là, elle avait ressurgi dans le moment où il fallait coucher son bébé. Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, comment est-ce que l'accompagnement, psychologique que tu as pu lui apporter, lui a permis de résoudre, en fait, cette problématique-là, avec son bébé? Pour cette dame en particulier, le travail, ça a consisté à ce qu'elle continue de venir me voir pour qu'on essaye de comprendre ce que c'était que cette angoisse-là, d'où elle venait, comment elle s'était construite et comment elle pouvait y mettre fin au fond. Mais c'est surtout qu'elle n'avait pas repéré comment cette angoisse-là s'était déplacée sur le sommeil du bébé et l'empêchait finalement de faire ce dont elle avait envie, à savoir poser ce bébé dans son cododo. En l'occurrence, c'était un bébé en cododo. Il y avait quelque chose qui s'était mis entre elle et le besoin de ce bébé, qui était plus fort en fait. Le fait de repérer qu'il s'agissait de son angoisse et que son bébé, lui, n'était pas angoissé du tout. D'ailleurs, c'était un bébé qui s'était endormi très sagement sur le tapis de jeu à nos pieds. Le fait de repérer ça lui avait permis de faire la part des choses. Au fond, avoir le nez dans le guidon, la tête dans le guidon, ça empêche de faire la part des choses. Ça veut dire qu'on est bombardé dans le postpartum d'émotions, d'idées, etc. et que tout se mélange un peu. C'est une espèce de grande marmite dans laquelle on va mettre à la fois les choses de l'actuel et les choses du passé, les petites phrases qu'on a entendues dans son histoire et qui continuent de nous tracasser, père comme mère, parce que soudain elles prennent un nouveau sens. C'est vraiment quand j'ai écrit Maternité, ce roman sur cette jeune femme Clara qui devient mère un peu sur un coup de tête en fait, et pour faire plaisir à son mari, mais on voit bien qu'elle n'est pas prête du tout parce qu'elle n'a rien traité de sa propre histoire. Et dès la grossesse, on voit qu'elle est envahie par des petites phrases qu'elle a entendues dans son histoire, des petites phrases perfides qu'elle a tellement enregistrées. Je crois que je dis à un moment donné que c'est un peu comme si ces phrases étaient des épines qui étaient rentrées sous sa peau. On les voit plus, mais en fait, ça continue d'agir et de la rendre douloureuse. Et donc, c'est vraiment de ça qu'il est question, c'est-à-dire que mon travail, au-delà d'accueillir, d'observer, de discuter avec les parents, ça va être d'essayer de repérer ce qui peut ressurgir de l'histoire des parents et venir faire écran à la relation avec le bébé.
Ça peut être une relation difficile avec un membre de sa famille, qui va faire que, par exemple, on va rencontrer son bébé et puis il y a un petit signe chez le bébé qui ramène la figure de quelqu'un d'autre de la famille. C'est ce qu'on appelle les identifications projectives. Par exemple, quelqu'un qui a eu affaire à un de ses parents, père ou mère, qui criait beaucoup. Quand le bébé va crier très fort, inconsciemment, il va pouvoir imaginer que c'est un peu comme le père ou la mère qui criait si fort. Il faut vite, vite obéir et faire tout ce qu'il faut pour le faire taire. Donc ça, c'est une identification projective. Il y en avait une autre que j'avais utilisée dans une nouvelle de fiction où je racontais une femme qui est à la maternité et reçoit des visites et les visiteurs regardent le bébé et disent « Oh, il a le nez de l'oncle Albert ». Le nez de l'oncle Albert, tu sais, c'est toutes ces petites ressemblances. Il a les cheveux de tonton Jeannot, il a les yeux de son père. Et Souvent au masculin, hein, d'ailleurs. Hein. c'est souvent quand même. Hein. Et là, dans cette fiction, le nez de l'oncle Albert, ça sidère cette mère parce que c'est venu comme une parole comme ça incongrue, une ressemblance. Sauf que l'oncle Albert, il est en tôle pour avoir tripoté des petites filles. Donc dire à une mère que son bébé a le nez de l'oncle Albert, c'est vraiment pas lui faire de cadeau. Elle, finalement, elle ne voit plus que ça. Donc s'il a le nez de l'oncle Albert, est-ce qu'il va être comme l'oncle Albert ? Ouais, il y a toute une histoire derrière. Voilà. Les identifications projectives, c'est ça, c'est-à-dire c'est ces petites ressemblances qui font qu'on croit reconnaître le bébé, qu'on croit reconnaître des images de son passé dans le bébé, et ça va faire un peu écran pour les parents. Et c'est vrai pour les mères comme pour les pères. C'est difficile ce type d'injonction ou de constatation finalement parce qu'en fait, c'est jamais malveillant quand les gens le font. Mais parfois, ça va effectivement chercher en nous des choses bien plus profondes sur lequel on avait pu mettre un mouchoir, hein, tout simplement. Et puis Bien du sûr. coup, ça ressort de manière complètement exacerbée et parfois on comprend pas pourquoi finalement. D'où l'intérêt du soutien voilà, qu'un psychologue comme toi peut apporter. Après, ce soutien-là, c'est quelque chose qui se travaille non sur la durée. Ou est-ce que bon, c'est à adapter en fonction de chaque situation? Comment est-ce que tu vois les choses? Moi, c'est vrai que je fais plutôt un travail sur la durée, mais ce sont les mères, en fait, qui s'inscrivent dans la durée souvent. C'est-à-dire que dans un premier temps, souvent, je les reçois avec le bébé, qui manifeste des choses, qui permet de parler, qui permet de se questionner. Et puis, au bout de quelques séances, je vais voir disparaître le bébé. Parce qu'elles arrivent mieux à s'en séparer, parce qu'elles peuvent le faire garder, parce que finalement, elles viennent sur un temps où il est gardé à la crèche, par exemple, pour pouvoir me parler plus d'elles. Là, on rentre dans une autre partie du travail. Moi, je dirais qu'à ce moment-là, le travail mère-bébé est presque terminé puisqu'on a dégagé le bébé des difficultés parentales. Il peut vivre sa vie de bébé, il arrête d'avoir des symptômes, par exemple. Et à ce moment-là, ce sont les mères qui choisissent de s'inscrire dans un travail plus sur la durée parce que c'est pas seulement en tant que mère qu'elles ont pu se sentir en difficulté, mais c'est que le bébé est venu mettre la focale sur les difficultés qu'elles éprouvaient. Donc, elles viennent me parler, y compris d'elles et des autres membres de leur famille, de leur couple, de leurs difficultés au travail, de la personne qu'elles sont. C'est-à-dire finalement, c'est comme si en ayant un bébé, d'un seul coup, ça mettait au jour tout ce qu'il y avait à traiter encore de leur histoire qui n'avait pas été traité. Et donc c'est une opportunité. Moi, j'ai tendance à dire que les bébés amènent leurs parents aux soins quand les parents en ont besoin. Voilà, donc ça peut être effectivement sur la durée, mais il y a aussi des familles que je ne vois que 2-3 fois avec leur bébé et puis qui ne reviennent pas parce que tout est rentré dans l'ordre, parce que les parents ont pu dire quelque chose de ce qu'ils ont vécu de très violent au moment de l'accouchement, par exemple, ou parler de ce bébé vivant alors qu'ils ont perdu un bébé auparavant et donc il faut faire de la place à ce nouveau bébé. Voilà, il y a toutes sortes de choses qui viennent se traiter. Donc parfois ça va être 2-3 rencontres, parfois ça va être il y a des femmes que j'ai reçues avec leur bébé il y a 10-15 ans et que je continue de voir de temps en temps parce que ça les soutient, parce qu'elles y trouvent leur compte, parce que ça les a fait grandir, parce que ça les a fait se sentir plus heureuses, plus fortes. Je n'impose jamais de temporalité aux mères, en fait. C'est elles qui un jour décident, bon ben ça va, maintenant ça va bien, j'ai plus besoin ou j'ai plus envie, très bien. C'est que tout va mieux. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est que tout va mieux. Et puis bon, il y a les pères aussi dans cette histoire, parce que je parle des mères, mais parfois ce sont les pères qui se sentent en difficulté, et donc il m'arrive de continuer de voir des pères
Ou quand la mère a déjà un peu pris la place dans mon cabinet, de proposer à quelques pères d'aller rencontrer un ou une collègue pour travailler eux-mêmes sur leurs propres difficultés. Les bébés réveillent les difficultés des parents. Ils les surlignent. Donc forcément, c'est vrai aussi pour les pères. Par exemple, je me souviens d'un père qui était très tendu dès que le bébé pleurait. Ben, un bébé, ça se laisse pas faire, quoi. On peut pas le contrôler. C'était un père qui avait beaucoup, beaucoup besoin de contrôler son environnement, qui ne supportait pas le bruit et qui n'avait pas du tout imaginé, en ayant un premier bébé, que le bruit serait constant. Certains bébés sont très bruyants. Et puis surtout, qui pourrait absolument plus rien contrôler. C'est assez frappant cette difficulté parce que clairement, pour les personnes qui ont besoin que tout soit rangé, nickel, à sa place et que tout soit contrôlé, un bébé, ça fait exactement l'inverse. Il pleure au moment où vous vous mettez à table, il a une couche pleine au moment où vous devez partir. Ça va jamais, quoi. Mais c'est parce qu'il est vivant. C'est ça, quand on aime être en maîtrise, c'est plus compliqué. Ça Oui, nous- c'est clair, moi j'observe quand même que parmi les mères qui viennent me voir, celles qui sont souvent le plus mises en difficulté par le postpartum, c'est précisément celles qui ont besoin de maîtriser les choses. Maîtriser, anticiper, régler, etc. C'est vraiment le portrait de Clara, la jeune femme de mon livre Maternité, c'est vraiment... c'est une maîtresse femme. Elle a tout géré dans sa vie, mais un bébé, on peut pas le gérer, c'est pas une PME, quoi. Et les émotions non plus, ça se gère pas. Je vais avoir Maternité sous le sapin, j'ai hâte de le lire. Ben voilà, ça c'est une bonne idée. Et du coup, on n'entend pas beaucoup, alors en tout cas c'est mon impression, les papas exprimer vraiment leurs émotions, s'ils ont besoin d'aide, comment est-ce qu'ils ressentent leur nouvelle paternité. On entend un peu plus les mères, peut-être pas encore suffisamment. Est-ce que tu expliques pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Moi, j'aimerais bien qu'on entende beaucoup plus les hommes, tu vois, et c'est un des axes aussi d'Insubmersible, parce que je pense qu'on gagnerait beaucoup à mieux comprendre en fait leur perception quand ils deviennent pères, et je pense que ça pourrait être bénéfique aussi pour eux de mieux comprendre voilà, la façon dont les mères vivent les choses, d'avoir un double bénéfice dans cette compréhension. Mais tu expliques en particulier pourquoi est-ce que les hommes ont moins tendance à s'exprimer sur le sujet? Dans mon cabinet, ils s'expriment sur le sujet. Il y a vraiment des hommes qui viennent avec leur bébé et qui prennent le temps d'exprimer leurs émotions, leurs questions, le fait qu'ils sont déroutés par cette rencontre avec le nourrisson. Mais c'est vrai que les femmes ont peut-être été plus élevées, éduquées dans la possibilité d'exprimer les émotions. En tout cas, c'est plus reçu les émotions des femmes que celles des garçons. Et que certains ont une pudeur importante, comme si on allait se moquer d'eux ou comme si personne ne devait entendre ce qui est dans leur fort intérieur. Après, il y a aussi le fait que probablement les mères peuvent moins se protéger de ça dans le postpartum à cause de ce corps à corps avec le bébé. Déjà le corps à corps de la grossesse, hein, le encore de la grossesse, mais le corps à corps qui suit est beaucoup plus important chez la plupart des mères avec l'allaitement, avec le maternage proximal. C'est extrêmement rare parce que quand les mères me disent qu'elles sont en cododo, systématiquement je demande il est placé où le bébé dans le cododo. Il est toujours placé du côté de la mère parce qu'il faut pas réveiller le père, parce que ceci, parce que cela. Cette proximité avec le corps de la mère va créer des choses que le père va moins éprouver parfois. C'est encore aussi beaucoup les mères qui donnent le bain. Alors pas toujours, maintenant on voit parfois comment ça s'est réparti autrement. C'est le père qui donne le bain, c'est la mère qui nourrit, etc. Mais je pense que le corps à corps avec un nourrisson, ça nous introduit dans quelque chose d'impensable jusque-là. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas eu un bébé tout nu dans les bras, pour faire court, hein, dans le pot à pot, dans ce moment du maternage, du bain, etc., je crois qu'on se représente pas ce que c'est que le corps à corps avec un bébé, avec tout ce que ça a d'archaïque, tout ce que ça convoque de ses propres émotions, de sa propre sensibilité, etc. Et donc, à mon sens, les pères sont un peu protégés de ça par le fait qu'ils maternent un peu moins que les mères, certains pères maternent moins que les mères, et puis aussi qu'ils vont retourner plus vite au travail. Alors ça va peut-être bouger, c'est moi vraiment j'aimerais qu'on observe ce que ça fait qu'il y ait maintenant un congé paternel un peu plus long, même s'il reste encore ridiculement court.
Mais je pense que beaucoup de pères aussi pouvaient être protégés d'un effondrement après la naissance ou d'un trop grand bouleversement émotionnel par le fait de retourner au travail. Même si certains auraient préféré rester avec le bébé, mais retourner au travail, c'est se séparer. Ce que beaucoup de mères ont beaucoup de mal à faire, hein, se séparer du bébé dans le postpartum, accepter de le laisser 1 heure ou 2 à quelqu'un d'autre de la famille, c'est très difficile. Et en plus de ça, beaucoup de mères sont dans des injonctions à tout faire et à être partout et à tout donner à leur bébé. C'est vraiment frappant. Les pères ont un petit peu moins ces injonctions-là. Au fond, la société, elle fait peser la responsabilité du bébé sur la mère. Voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a à la fois ce qui tient du masculin et de l'éducation, la manière dont on éduque nos fils, dont les hommes ont été éduqués à peu s'appesantir sur leurs émotions et à toujours aller de l'avant. Il y a les mécanismes de défense des pères qui peuvent être différents, par exemple être dans l'action, voire dans l'activisme. On fait des choses, on s'attarde pas, quoi, on avance, etc. Et puis, il y a cette manière dont le postpartum est extrêmement genré, qui fait que la plupart du temps, le bébé est dans les bras de la mère, sur le corps de la mère, comme un bout de la mère, et que certains pères ont moins affaire à ce corps à corps, qui fait éprouver des choses quand même. Ça fait éprouver des choses d'avoir affaire à ça. Ça participe à la création du lien. Ben oui. Et puis alors, selon les difficultés de certaines mères, il y a des mères qui ne laissent pas beaucoup le père approcher des bébés. Elles le font pas par malice, mais elles le font pour tout un tas de raisons internes, psychiques, qu'elles ne repèrent pas forcément. La peur que le père ne fasse pas aussi bien que la mère, la peur qu'il ne fasse pas comme la mère, parce que elles ont conçu une espèce de plan interne qui leur fait dire que c'est comme ça et pas comme ça, et voilà. Et la manière d'ailleurs dont elles vont parfois reprendre le père s'il ne fait pas exactement comme elles. Et moi, je suis sans cesse à dire aux mères, bah, il fait pas comme vous, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, le bébé a pas besoin d'avoir 2 parents clones. Il n'a pas besoin d'avoir 2 parents qui font exactement la même chose. Il a besoin d'avoir 2 parents différents pour découvrir la diversité déjà au sein du couple parental. Donc, s'il met la couche pas comme vous, ben, on s'en fout, en fait, au moment qu'il a mis la couche. Et surtout, si on est derrière le père à lui dire non, c'est pas comme ça, faut rincer le biberon comme ça, enfin, faut contrôler la température du bain comme ça, etc. Tout ce qu'on provoque, c'est que le père va faire moins, va s'éloigner de ça, va renoncer parce qu'il se sent attaqué ou jugé ou surveillé, comme s'il était un mineur, comme si on ne pouvait pas lui faire confiance. Mmh. On l'aide pas à trouver, sa légitimité finalement dans ce rôle-là de père. Oui, Mmh. oui, sa légitimité, et puis il va être l'alter ego de la mère. Parfois, on a l'impression, quand on écoute certaines mères, que parce qu'elles n'ont pas encore développé une confiance suffisante dans leur compagnon ou leur compagne, d'ailleurs, elles vont avoir tendance à le traiter comme si c'était un mineur écervelé, qui savait rien faire et à qui il fallait tout dire. Voilà. Or, on voit très bien quand on observe un bébé entre ses 2 parents dans une consultation, que quoi qu'il se passe, le père ne va pas faire de la même manière que la mère. Ou le coparent, parce que parfois je reçois des couples de femmes, la coparente ne va pas faire de la même manière. Et puis ça n'a aucune importance en fait, parce que le bébé, il sait faire avec ça. Il va très bien savoir qu'avec tel parent, ça se passe de cette manière. On le voit s'ajuster très souplement. C'est plutôt intéressant. Plutôt que le père se mette à faire exactement comme la mère, pour faire plaisir à la mère, mais au fond, on n'est pas là pour faire plaisir à la mère, on est là pour être parent. Mmh. Après, ça peut venir aussi questionner sa propre valeur, non, en tant que mère et dans ce nouveau rôle. Oui, absolument, y compris pour certaines femmes, j'en vois de plus en plus, cette peur que le père prenne tellement de place qu'il n'y ait plus de place pour la mère. Ça dit bien à quel point parfois on s'accorde pas beaucoup de valeur en tant que femme. On est pétri de tout un tas d'idées extrêmement négatives sur soi, qu'on peut avoir d'ailleurs comme des idées dans la tête. Je suis en train de lire le dernier livre de Mona Chollet, et elle dit bien à quel point on est traversé de toutes sortes d'idées assez négatives sur nous-mêmes, et que ça apparaît aussi dans le postpartum. Et parfois, certaines mères d'ailleurs vont en faire 1000 fois trop pour leur bébé, parce qu'elles ont l'impression qu'elles font jamais assez bien, et parce qu'au fond d'elles, elles sont pas assez bien. Et donc c'est vraiment important de débunker ça, de repérer, d'aider les mères à se sortir de ces représentations qu'elles ont. C'est passionnant.
On arrive quasiment à la fin de notre échange et j'ai encore des tonnes de questions que j'aimerais te poser, Françoise. Je vais juste terminer avec 2 questions. La première, c'est du coup, quelles sont les étapes pour trouver un professionnel, donc un psychologue adapté si on en cherche un? Alors ça, c'est pas simple parce que des psychologues qui reçoivent des mères et des bébés, il y en a pas tant que ça. Moi, volontiers, je recommanderais de demander à son médecin généraliste d'abord ou à son pédiatre parce que parfois ils savent, ou à sa sage-femme parce que les sages-femmes ont parfois un petit répertoire. Il y a des sages-femmes qui m'adressent des patientes, par exemple. Et si on n'a pas toutes ces personnes autour de soi, on peut bien sûr chercher sur Internet, mais on peut aussi se renseigner auprès de l'association Maman Blues. C'est une association de mères qui soutiennent d'autres mères, des mères qui ont traversé des difficultés maternelles. Et il se trouve que l'association a une sorte de registre de toutes les personnes qui travaillent en périnatalité, que ce soit des psychologues ou autres. Si on ne trouve pas sur sa région, si on est un peu isolé, on peut tout à fait aller sur le forum de Maman Blues, s'inscrire. D'abord, on va trouver des choses tout à fait passionnantes sur le forum, rencontrer virtuellement d'autres mères et échanger avec elles. Et puis, éventuellement, les responsables du forum, les modératrices peuvent indiquer quelques adresses. C'est vraiment des choses fréquentes. En tout cas, moi, je reçois aussi des patientes qui sont adressées par l'association Maman Blues. Voilà, ça peut être une ressource. D'ailleurs, la présidente de Maman Blues, Élise Marsande et Chloé Bédoué, ont écrit un bouquin qui s'appelle Dépression postpartum, la face cachée de la maternité. Et à la fin de ce bouquin, il y a toutes sortes de ressources et d'adresses pour trouver justement quelqu'un pour nous aider quand on en a besoin. Ah bah super, merci beaucoup pour le partage. Et si tu avais un message vraiment que tu voudrais que les mères qui nous écoutent ou les femmes qui nous écoutent gardent en tête, qu'est-ce que ce serait? Je dirais aux mères, écoutez-vous. D'abord, écoutez-vous, entre mères, parce que si les mères ne s'écoutent pas entre elles, personne ne va le faire. Mais aussi, écoutez-vous quand vous n'y arrivez pas, ou quand c'est trop dur de faire quelque chose, ou quand vous ressentez des émotions qui vous perturbent, ou trop d'angoisse. Écoutez-vous, c'est-à-dire prenez-vous au sérieux. Prenez au sérieux ce que vous ressentez et n'hésitez pas à consulter. Il vaut mieux consulter pour pas grand-chose que rester dans une trop grande souffrance. Et il y a une autre chose que j'aurais envie de dire à des mères qui nous écoutent et qui se sentiraient pas bien après une naissance. On parle de plus en plus de la dépression postpartum et certaines mères se demandent est-ce que ça les concerne ou pas. Et que là aussi, si on commence à se poser la question, il vaut mieux aller vérifier. Il vaut mieux aller voir un psychologue, un spécialiste pour se poser les bonnes questions. Parce que la dépression postpartum, ça prend toutes sortes de formes différentes. Et parfois, c'est très léger, très discret. Ça vient pas en fanfare, une dépression postpartum. Donc, c'est si discret que parfois, on peut en souffrir sans le savoir. Et donc, comme c'est quand même douloureux et que ça n'aide pas à se sentir bien dans sa peau, voilà, écoutez-vous, les mères. Et plus vous vous écouterez, plus on vous écoutera. C'est un super message de fin. Merci beaucoup, Françoise. J'aurais encore aimé discuter bien plus longtemps avec toi. Ça a été vraiment un réel plaisir. J'ai appris énormément. Du coup, encore un grand merci. Mais je t'en prie. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir, Alicia. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ma conversation avec Françoise. Son message puissant, écoutez-vous, prenez-vous au sérieux, me reste particulièrement en tête. Osez s'écouter et demander de l'aide, même pour ce qui nous semble parfois pas grand-chose, que ce soit à un psychologue ou à un autre spécialiste, ou même à quelqu'un de votre entourage en qui vous avez confiance, peut vraiment tout changer. Prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire. Je vous dis à dans 15 jours sur Insubmersible pour continuer à enrichir ensemble notre boîte à outils maternité de nouvelles connaissances. À très vite!